Né au Cameroun, Franklin Nyamsi, philosophe, écrivain et conférencier de renom, est une voix respectée à travers l'Afrique et au-delà. Président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, il s'engage pour des réflexions profondes sur les grandes questions de notre temps. Aujourd'hui, il nous invite à explorer une question universelle. À qui appartient la Terre? Un sujet qui mêle histoire, spiritualité et justice sociale. À qui appartient la Terre? Fabienne Alice Cossan. Eh oui. À qui appartient la Terre? À qui appartient la Terre? Depuis la nuit des temps, l'humanité pose une question essentielle. À qui appartient cette terre qui nous porte et nous nourrit? Est-elle la propriété des puissants, des nations, ou de chaque être vivant? Ce vaste domaine, sculpté par le temps et enrichi par d'innombrables vies, dépasse les frontières et les titres. Aujourd'hui, alors que les déséquilibres s'accentuent et que les enjeux écologiques deviennent cruciaux, il est urgent de réfléchir à notre rôle dans cette grande symphonie de la vie. La Terre est-elle un bien à posséder, ou un héritage à préserver? Dans cette vidéo, nous explorons les racines de cette question universelle, mêlant histoire, spiritualité et réalité contemporaine. Préparez-vous à un voyage captivant qui redéfinira votre vision de notre planète et votre place en son sein. Le professeur Franklin Nyamsi ayant vécu au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en France, son parcours incarne la richesse des perspectives africaines dans un monde globalisé. Il nous invite à explorer cette question universelle. À qui appartient la Terre? À qui appartient la Terre? Salut tout le monde, et bienvenue sur Monsafir TV. Afrique des libertés. Bonsoir. À qui appartient la Terre? C'est la conférence que je vous propose ce soir. Je vous dirai pourquoi je vous la propose. Soyez les bienvenus. Partagez massivement cette émission. À qui appartient la Terre? Cette terre sur laquelle nous vivons, à qui appartient-elle? C'est la question que nous soulevons ce soir. Ata mabeges joljon tara Yehova nyambe ukoli nilipe melobi sugon yeye anyambe yoli penjon. À qui appartient cette terre? À qui appartient cette terre? Africaines, Africains, amis américains, asiatiques, européens, ce soir je vous propose une réflexion à haute voix sur la question à qui appartient la terre. Vous pourriez me demander, mais quel est l'intérêt de cette question? N'est-elle pas banale, cette question, puisque nous sommes sur la terre? Quel est l'intérêt de cette question, puisque la terre est terre depuis tellement longtemps? Puisqu'avant même que nous ne soyons sur la terre était. Quel intérêt y a-t-il, ô philosophes de l'Afrique des libertés, à questionner cette question? Je vous donnerai au moins 3 raisons pour lesquelles c'est une question qui nous concerne. C'est une question qui nous questionne. C'est une question qui nous parle. La première raison, c'est que j'ai observé dans le monde actuel qu'il y a 2 tendances très fortes qui s'affrontent. Une première grande tendance qui est propre à certains êtres humains à proclamer que la terre tout entière leur appartient et à vouloir imposer à la terre tout entière leurs 4 volontés. Donc, la tendance à l'autoproclamation humaine, à l'autoproclamation des puissances humaines qui veulent dicter le droit national, le droit international, le droit universel. Et qui vont même jusqu'à faire des déclarations universelles, alors même que nous ne sommes que sur la Terre, et que la Terre est une planète du système solaire. Le système solaire lui-même appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, et la Voie lactée se situe dans un univers lui-même qui est rempli de galaxies, avec des millions, voire des milliards de soleils, autour desquels tournent des millions, voire des milliards de planètes comme la Terre. Ça, c'est la première tendance observée. Un certain groupe d'êtres humains qui proclament
que ce sont eux qui doivent faire la loi sur la terre, que c'est leur point de vue qui doit s'imposer sur la terre. Ce groupe d'êtres humains se regroupe globalement derrière ceux qui veulent mettre en place les règles de la mondialisation, qui veulent transformer pleinement la terre en un monde soumis à leurs lois, soumis à leurs règles, soumis à leurs armées, à leurs bases militaires, soumis à leur monnaie. Un ensemble soumis à leurs valeurs sociétales, à leur conception de la famille, à leur conception du mariage, à leur conception du bien et du mal, du vrai et du faux, du beau et du laid, du juste et de l'injuste, du normal et de l'anormal. Bref, à leur conception de tout. Les mondialistes. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, une autre tendance s'affirme actuellement sur la Terre. C'est celle du repli sur soi. Le repli sur la singularité de la personne, l'individualisme. Le repli sur la particularité de la communauté, le communautarisme. Le repli sur l'exception de la nation, le nationalisme. Le repli sur la région, le régionalisme. Bref, de l'autre côté, on observe l'idée très forte, la tendance très forte que d'autres êtres humains ont d'affirmer que la Terre appartient à chacun, à chaque particulier, et que chacun, en quelque sorte, a sa part sur la Terre. Donc, d'un côté, ceux qui disent tout nous appartient, et de l'autre côté, ceux qui disent une partie de la Terre nous appartient, c'est à nous. D'un côté, les mondialistes, et de l'autre, les particularistes, nationalistes, communautaristes, territorialistes, régionalistes. Voilà les deux tendances qui dominent actuellement l'opinion mondiale. Ceux qui disent tout est à nous et ceux qui disent tout n'est pas à vous, une partie de ce qu'il y a est à vous et l'autre partie est à nous. Les deux grandes tendances qui s'affrontent actuellement dans le monde. Face à ces deux grandes tendances, celle du mondialisme qui s'accapare tout pour le contrôler grâce au droit international, aux institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, les clubs de Paris, de Londres, de Tokyo et consorts, grâce aux institutions judiciaires internationales fabriquées pour surveiller et punir les autres, jamais ses propres concitoyens. Alors, les mondialistes. Et de l'autre côté, ce qu'on peut appeler les particularistes, les singularistes, les nationalistes, les revendicateurs d'une identité locale. À qui faut-il donner raison? À qui appartient la terre? Vous voyez donc que cette question que je soulève est une question hautement actuelle. C'est une question qui nous concerne. Et en tant qu'Africains, elle nous concerne d'autant plus que l'Afrique, qui est le continent le plus riche en matières premières, est confrontée depuis plusieurs siècles à la convoitise des ressortissants des autres continents. On doit donc clarifier la question de savoir si tout ce qui appartient sur la terre appartient à tous les êtres humains à égalité, ou si tout ce qui existe sur la terre appartient à certains êtres humains qui ont vocation à imposer leur volonté aux autres, ou si plutôt tout ce qui appartient sur la terre n'appartient à personne en particulier, mais doit être partagé provisoirement d'une manière juste et équitable en fonction de critères qu'il faut déterminer. Voilà la question qui se pose. Parce qu'il y a de l'or en Afrique, du diamant, de l'uranium, du bauxite, du manganèse, du lithium, du potassium, parce qu'il y a du gaz, du pétrole en abondance en Afrique. L'Afrique appartient-elle à toute l'humanité? Toute l'humanité aurait-elle le droit de venir se servir en Afrique, puisque l'Afrique est dans le monde et que l'humanité est dans le monde? Autrement dit, les mondialistes ont-ils le droit d'agresser les peuples africains pour s'accaparer de leurs terres, s'accaparer de leurs richesses, s'accaparer de leur système politique, s'accaparer de leur système juridique, s'accaparer de leur système moraux, sociétaux, s'accaparer de leur système spirituel? Oui, la question est hautement actuelle. À qui appartient la terre? Cher ami qui écoute actuellement cette conférence, si tu n'as pas clarifié cette question, eh bien, ta présence sur la terre est artificielle. Elle est superficielle, elle est saugrenue,
ta présence est littéralement une présence incompréhensible et injustifiée. À qui appartient la terre? On doit faire face à cette question. Alors, je vous propose une réflexion qui va examiner plusieurs conceptions, plusieurs réponses que les êtres humains ont données à cette question à travers l'espace et le temps. J'en ai identifié 7. 7 réponses à la question de savoir à qui appartient la terre. Je laisserai en dernière position la réponse apportée par la tradition africaine. Car je vais démontrer que la réponse apportée par la tradition africaine est la meilleure de toutes les réponses que je connaisse à la question à qui appartient la terre. Donc, je vous invite à un parcours en 7 stations. Nous allons nous installer dans 7 conceptions du problème. Et nous allons voir comment chacune des conceptions engendre un certain nombre de difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et progressivement, nous allons comprendre, je pense, à la fin de cette conférence, pourquoi la conception africaine de l'appartenance de la terre l'emporte sur toutes les précédentes que nous aurons examinées. Alors, j'ai mis toutes ces choses-là dans l'ordre. Si vous regardez ma page Facebook, j'ai publié depuis presque 2 heures de temps une série de documents qui illustrent chacune des conceptions que je vais commenter en des termes assez simples, pour que ce soit accessible à tous ceux parmi nous qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de faire des études de niveau universitaire. Je vais m'efforcer de clarifier les choses sans trop simplifier. Alors, la première thèse que je vous invite à examiner, c'est celle qui dit que, alors, je commence dans l'ordre et je vous invite à bien vouloir noter progressivement les thèses que nous allons examiner pour que vous n'oubliez pas, ici dans la classe de l'Université libre de l'Afrique des libertés, eh bien, le rappel sauve l'âme. On avance en laissant des traces dans l'esprit de chacun, de telle façon que chacun devienne le maître de son propre esprit, en ayant toutes les données pour penser. Alors, je commencerai volontiers par la conception d'un philosophe du XVIIIe siècle. C'était un Suisse francophone. Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Il a écrit un livre intitulé « Essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes ». Et il dit ceci: « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misère, nul point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Retenez bien la phrase de Rousseau: les fruits sont à tous, mais la terre n'est à personne. Rousseau défend donc l'idée que cette terre-là, sur laquelle nous vivons, n'appartient à personne. Mais il défend cette idée en ajoutant une nuance: les fruits de cette terre sont à tous. Ce qui nous met dans un problème. La terre n'appartient à personne, mais les fruits de la terre appartiennent à tous. Autrement dit, il faut partager ce que la terre donne avec tous les êtres humains. La question est la suivante: est-ce que tous les fruits qu'il y a sur la terre sont des fruits essentiellement naturels? Est-ce que certains des fruits de la terre ne sont pas le résultat du travail des hommes, c'est-à-dire de l'effort qu'ils ont fait de planter, de bâtir, de construire, de réaliser quelque chose? Et à partir de ce moment, est-ce que Rousseau peut nous dire qu'il sera facile de convaincre les hommes de partager le fruit de leur travail? Quand Rousseau dit « les fruits sont à tous, mais la terre n'est à personne », comment peut-il convaincre celui qui a travaillé pour cultiver son champ que le maïs de la récolte doit être partagé avec le premier venu? Comment Rousseau peut-il nous dire que le mil qui sort de ma terre, que je cultive au Niger, ce mil-là
je dois le partager avec tout le monde au village. Quelle garantie ai-je que tous les autres êtres humains vont faire la même chose? Si la terre n'est à personne, mais que les fruits sont à tous, il faudrait donc que tous s'accordent à partager le résultat de leur travail. Et par conséquent, quel que soit ce qui est produit sur la terre, nous pourrons tous d'une manière ou d'une autre en bénéficier. Mais quelle est la réalité? Rousseau s'exprime ici sur un plan idéal. Il était un peu idéaliste sur les bords. Rousseau croyait que l'homme était né bon et que c'est la société qui l'a rendu mauvais. Mais enfin, il faut prendre l'homme tel qu'il est actuellement sur la terre. Combien d'hommes sont prêts à partager le fruit de leur travail avec tous les autres? Et puis, l'idée de partager le fruit de son travail avec les autres est-elle une idée juste? Cette idée n'est-elle pas de nature à encourager les parasites, ceux qu'on appelle chez nous à Abidjan les cocos, ceux qui ne font aucun effort et qui attendent toujours que la nourriture soit cuite pour venir manger? Donc, la difficulté de la doctrine de Rousseau est là. Il affirme l'appartenance de la terre à tous les êtres humains, mais en même temps, il demande aux êtres humains de partager par conséquent les fruits de la terre les uns avec les autres. Mais cette demande est un vœu pieux. L'histoire de l'humanité montre que les fruits de la terre ne sont pas équitablement partagés. Et dès lors que les fruits de la terre ne sont pas équitablement partagés, la terre elle-même n'est pas naturellement et équitablement partagée entre les hommes. Voilà pourquoi on peut considérer que la solution de Jean-Jacques Rousseau n'est pas solide. Quand il dit que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne, il ne nous donne aucun moyen d'être sûr que tous accepteront de partager les fruits. Et il ne nous dit pas pourquoi. Celui qui a planté, celui qui a développé une plantation, celui qui a construit une maison, celui qui a construit un château est obligé de loger le premier venu dedans. Le système de Rousseau pêche en quelque sorte par une extrême croyance en la bonne volonté de l'homme. Ce n'est pas certain que la bonne volonté soit le premier réflexe de l'homme, qui après tout est un être vivant, un animal de territoire, c'est-à-dire qui est aussi attaché à sa propre survie. On va avancer vers une autre conception. Donc, c'est pas sûr que vraiment que la terre ne soit à personne et que les fruits soient à tous. Le danger de cette conception en disant que la terre n'est à personne, c'est que n'importe qui revendique n'importe quelle terre. Puisque la terre n'est à personne, mais chacun peut revendiquer n'importe quelle terre. Chacun peut s'installer sur n'importe quelle terre. Le danger de cette conception, c'est aussi le risque de guerre civile généralisée, puisque personne ne reconnaissant à personne la propriété de la terre, tous peuvent s'en mêler les pinceaux et les habitants de la terre pourraient à terme entrer dans une véritable confusion. Un conflit de propriété venu de la conviction que personne n'est propriétaire. On passe à la deuxième conception examinée. Donc vous notez la première conception, la terre n'appartient à personne mais les fruits de la terre sont à tous. Conception contradictoire, susceptible de nous conduire à la guerre civile, au parasitisme et à l'exploitation de l'homme par l'homme. Je prends une deuxième conception. C'est une conception qui nous vient d'un Africain qui a vécu globalement au XXe siècle. C'est l'ancien président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a affirmé la thèse selon laquelle la terre appartient à celui qui l'a mise en valeur. Je réfère ici à un travail qui a été abattu par un doctorant, un docteur de l'université en droit. Il s'appelle Och Akpa Bernard, je crois que c'est un fils du pays. C'est un fils du pays à Djoukru, ça ce sont des noms à Djoukru. Och Akpa Bernard a écrit en 1971, en 1995, si je ne m'abuse, à la Sorbonne, une thèse intitulée « La terre appartient à celui qui la met en valeur, l'envers sociopolitique de la problématique foncière de l'État ivoirien ». Confronté au fait que les populations de Côte d'Ivoire sont amplement, en dehors des fameux monats de la région de Kounaïri, originaires des migrations de la sous-région ouest africaine, de la sous-région d'Afrique centrale et même de la région nilotique, le président Houphouët-Boigny a voulu pacifier les conflits fonciers dans son pays à un moment donné en décrétant le principe selon lequel la terre appartient à celui qui l'a mise en valeur. Voici ce qu'écrit le docteur Och Akpa Bernard
dans sa thèse de 1995. L'État postcolonial ivoirien avait tenté de se doter d'un régime domanial et foncier à travers la loi non promulguée du 20 mars 1963 pour promouvoir le développement. Les réactions d'indocilité dont ont fait montre les communautés paysannes ont entraîné la non-promulgation du texte. Il en est résulté un vide juridique étatique comblé par le principe « la terre appartient à celui qui la met en valeur » à condition de respecter les lois et les règlements en vigueur qui a été énoncé par feu Félix Houphouët-Boigny. C'est cet adage au caractère polysémique, polymorphe et polyvalent qui a sécurisé les acteurs fonciers. Il s'est avéré performatif, autrement dit, il a été sociologiquement et judiciairement effectif durant la décennie 70. Mais à partir des années 80, il est à l'origine de l'insécurisation foncière, des enjeux contradictoires et du recours à la tontinisation comme mode alternatif de sécurisation. Mais dans la mesure où cette tontinisation s'opère hors du cadre légal, elle ne répond pas aux enjeux actuels de sécurisation, d'où la nécessité de promouvoir un droit nouveau foncier métis de l'ivoirien du XXIe siècle. L'intermédiation pour sortir de l'impasse dans laquelle le pays s'est engouffré. Je simplifie la chose. Le président Houphouët-Boigny a affaire à une Côte d'Ivoire qui est composée de populations autochtones en nombre limité et de populations allochtones, c'est-à-dire venues des pays voisins, en nombre élevé. Et il a un problème, c'est qu'il veut développer la Côte d'Ivoire comme puissance agricole. Pour développer la Côte d'Ivoire comme puissance agricole, la main-d'œuvre indigène, autochtone, ne peut pas suffire. Il faut la main-d'œuvre venue du Burkina Faso, venue du Mali, de la Guinée, du Ghana, bref, de tous les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Mais une telle main-d'œuvre s'accompagne du désir de s'installer, d'éduquer ses enfants, de bâtir des familles. Une telle main-d'œuvre, quand elle s'installe en Côte d'Ivoire, elle se marie aux populations ivoiriennes autochtones et des enfants métissés naissent rapidement, ce qui crée une population fortement mixée. Une population qui est un bouquet de métissage panafricain. Dans ces conditions, quelle est la règle? À qui appartient la terre? Si Félix Houphouët-Boigny dit que la terre appartient aux autochtones, les populations allogènes, venues de la sous-région et qui mettent en valeur aux côtés des propriétaires de terres autochtones la Côte d'Ivoire pour en faire la première puissance caféière, etc., ces populations vont s'estimer frustrées. Car elles vont estimer que la Côte d'Ivoire ne leur donne pas la garantie de pouvoir y bâtir leur famille et d'y faire vivre leur génération. Mais si le président Félix Houphouët-Boigny dit que la terre appartient à celui qui la met en valeur, il risque de se mettre à dos les populations autochtones qui vont estimer qu'il est en train de brader les terres que leurs ancêtres leur ont transmises aux nouveaux venus, aux étrangers, qui au Burkina, au Mali, en Guinée, ou je ne sais pas au Niger, ou au Nigeria, ou au Ghana, ne leur donnent pas l'équivalent, en contrepartie, dans le cadre du principe de réciprocité. Félix Houphouët-Boigny se retrouve coincé, il ne peut pas promulguer la loi, mais il va promulguer une loi qui ne va pas être écrite selon laquelle la terre appartient à celui qui la met en valeur, à condition qu'il ait respecté les règles coutumières et étatiques à propos de la possession de cette terre. Bref, il va créer un droit mixte de la terre qui va apaiser provisoirement le problème, mais ce problème va rejaillir lorsque l'augmentation de la taille de la population va créer un très grand nombre de litiges entre le droit coutumier, le droit traditionnel de propriété de la terre et le nouveau droit, le droit étatique national, le droit, promouvant la main-d'œuvre sous-régionale, on pourrait l'appeler le droit du métissage panafricain. Voilà ce sur quoi a porté la thèse, de Bernard Hoche Akpa, notre frère de Côte d'Ivoire. Alors, on voit que la conception du président Houphouët-Boigny, en raison des problèmes qu'elle a générés, toute la série de coups d'État que la Côte d'Ivoire a connus, les guerres, civiles et les menaces de partition que le pays a connues, découlent de cette crise. La crise de la propriété du sol, la crise de la propriété de la terre. D'où on peut très clairement tirer que dire que la terre appartient à celui qui l'a mise en valeur, c'est prendre le risque de provoquer un très grave conflit entre la propriété coutumière de la terre et la propriété par acquisition occasionnelle. La solution du président Félix Houphouët-Boigny n'en est pas une. Les crises successives de la Côte d'Ivoire l'indiquent.
on ne peut pas dire avec certitude que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Imaginons que le propriétaire soit allé à l'étranger et qu'il y soit resté pendant 25 ans. Il a laissé son terrain en Afrique. Il a laissé son terrain inexploité. Il revient 25 ans plus tard ayant économisé pratiquement, mettons, 20 millions. Il veut mettre sa terre en valeur et il trouve que quelqu'un d'autre a construit sur sa terre une plantation et un immeuble sans son autorisation, alors que cette terre lui a été transmise coutumièrement par son père. La norme énoncée par le président Félix Houphouët-Boigny ne peut pas résoudre le problème, puisque le propriétaire de la terre, ce n'est pas celui qui l'a mise en valeur. Comment on fait dans ces conditions? Il fallait incontestablement reconnaître qu'il ne suffit pas de dire que la terre appartient à celui qui l'a mise en valeur. Encore faudrait-il que cette mise en valeur ait été préalablement autorisée par le droit coutumier et le droit national. Mais quand Félix Houphouët-Boigny pense à cette solution, eh bien, on est dans un contexte où les problèmes se sont accumulés, les problèmes se sont enchevêtrés. Voilà comment cette deuxième conception ne nous convainc pas non plus. Voyons la troisième conception que nous avons repérée. Troisième conception. Alors, là, je trouve un document d'une ONG qui s'appelle Rights and Resources. Cette ONG fait la remarque suivante, dans un rapport qui a été récemment publié. À qui appartiennent les terres du monde? Se demande l'ONG Rights and Resources. Et elle répond, les peuples autochtones, les peuples afro-descendants et les communautés locales représentent jusqu'à 2,5 milliards d'habitants de la planète et détiennent et utilisent de manière coutumière au moins 50% de ces terres. Ça, ce sont les statistiques mondiales. Vous devez savoir que 50% des terres de cette planète, soit... Donc 50% des terres de cette planète appartiennent et sont utilisées par 2,5 milliards d'habitants qui sont des autochtones, des peuples afro-descendants et des communautés locales. Le rapport sur l'initiative des droits et ressources analyse les cadres juridiques de 73 pays couvrant 85% de la surface terrestre de la planète et constate qu'au moins 39 gouvernements nationaux ont augmenté la superficie des terres appartenant aux peuples autochtones, aux peuples afro-descendants et aux communautés locales entre 2015 et 2020, ce qui s'est traduit par la reconnaissance juridique de plus de 100 millions d'hectares de terres communautaires. Les communautés ont réalisé ces progrès malgré la faible assistance du gouvernement ou des bailleurs, ce qui implique qu'un investissement plus important dans leurs droits pourrait rapidement faire progresser les objectifs mondiaux en matière de climat et de conservation. La mise en œuvre intégrale des lois existantes pourrait permettre d'accroître les terres détenues ou contrôlées par les communautés de 260 millions d'hectares supplémentaires dans le monde, soit une superficie 2 fois plus grande que celle du Pérou. Que dit ce rapport de l'ONG Rights and Resources? C'est que la tendance la plus prononcée dans le monde, c'est de reconnaître que la terre appartient à l'occupant le plus ancien. C'est la tendance la plus prononcée. C'est celle qui bénéficie de la plus large reconnaissance juridique. La terre appartient à l'occupant le plus ancien. Et donc vous voyez que cette troisième théorie, la théorie de l'occupant le plus ancien, qui a l'avantage statistique et l'avantage de la pratique et de l'expérience, c'est une théorie qui remet en cause la théorie 1 de Jean-Jacques Rousseau, celui qui dit que la terre n'appartient à personne, mais que les fruits sont à tous. La théorie 2 de Félix Houphouët-Boigny, qui dit que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Cette théorie est largement remise en cause par la pratique internationale qui veut que les premiers propriétaires terriens soient les sociétés, les groupes humains réputés s'être installés avant tous les autres sur ces terres. Et c'est la tendance dominante du droit international. Notez déjà cela. Maintenant, si on dit que la terre appartient aux populations autochtones, que la terre appartient aux populations africaines, qui sont les premières populations du monde, que la terre appartient à ceux qui sont installés en premier dans un lieu. La grande question que cela pose est de savoir, sont-ce les hommes qui ont créé la terre? Les hommes sont-ils les inventeurs de la terre? La terre, certes, est modélée, certes, elle est transformée par les hommes. Et elle est transformée par les hommes, pour ainsi dire, depuis la nuit des temps. Depuis des millions d'années que l'homme habite cette planète, il la transforme.
Et en cela, il se l'approprie. Mais la question qu'on peut poser à cette conception, quand on dit la terre appartient au peuple autochtone, la terre appartient au peuple, aux communautés locales, la terre appartient aux afro-descendants, la terre appartient aux plus anciens. La grande question est-ce que les plus anciens peuvent dire honnêtement que la terre est à eux? Réponse non. Quelle que soit l'ancienneté d'une population sur cette terre, il n'y a pas de population humaine qui ait créé la terre. L'astre planant dans le vide, dans lequel nous évoluons, est le résultat de deux hypothèses. L'hypothèse matérialiste et athée dit qu'il est le résultat des transformations des phénomènes de la nature, donc des transformations des lois universelles. La Terre est une étoile relativement éteinte, et nous vivons sur cette étoile, avec un corps qui est d'ailleurs composé, amplement composé, des mêmes matières que la Terre et que l'univers. Mais la deuxième hypothèse, et c'est la plus rationnelle, et la plus raisonnable, et la plus logique, c'est que la Terre est le fruit de l'intelligence de l'être absolu, que d'aucuns appellent Dieu, d'autres Allah, d'autres Hilolombi, d'autres Batuupek, d'autres Amora. C'est l'hypothèse la plus répandue sur la Terre. Et elle est même celle qui est la plus partagée par les philosophes. Contrairement à ce que vous croyez savoir, la plupart des philosophes, dans l'histoire de l'humanité, pas seulement occidentale, mais asiatique, mais africaine, mais américaine, s'accordent à dire que l'univers est le résultat de l'acte d'un être absolument intelligent que la religion appelle Dieu, qui peut s'appeler l'absolu, l'être des êtres, le tout-puissant, Allah, Elohim, appelez-le comme vous voulez, chacun dans sa langue. Eh bien, l'hypothèse la plus répandue parmi les philosophes de toutes les civilisations, c'est celle de la création intelligente et divine de la Terre. Par conséquent, la théorie qui nous dit que la Terre appartient aux plus anciens est également une théorie qui est limitée. C'est une théorie qui est limitée par le fait qu'elle affirme un droit de l'homme qui n'est pas d'origine humaine. Elle affirme un droit de l'homme qu'aucun groupe humain ne peut justifier. Et il faut se méfier qu'une telle théorie aboutisse à engendrer et à encourager des nationalismes terriens exacerbés, le chauvinisme humain, la haine de l'étranger, la xénophobie. Voilà pourquoi, même à cette théorie, la troisième que nous évoquons, et qui dit que la Terre appartient aux plus anciens, nous autres, en tant que penseurs, en train de préparer le réveil de l'Afrique, l'éveil de l'Afrique, devons apporter une critique. Ce n'est pas non plus parce que tu es le plus ancien sur une terre que la terre t'appartient. Certes, l'usage d'une terre peut t'appartenir prioritairement parce que tu étais le plus ancien. Oui, mais ce n'est pas pour cela que la terre t'appartient. Il ne faut pas confondre la possession de l'usage et la possession de la chose. Car en fait, finalement, nous les êtres humains, que sommes-nous sur la terre? Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Nous voyageons dans l'univers, l'âme dont nous sommes porteurs a été formée depuis très longtemps à partir de plusieurs éléments que l'intelligence absolue seule a agencé, et elle a émergé sous la forme humaine dans le corps de notre mère et de notre père. Cette âme-là a une histoire plus longue que la vie telle qu'elle est mesurée dans l'état civil. Donc il me faut ici frapper de critique la théorie de la possession absolue de la terre par les hommes les plus anciens. Les hommes les plus anciens n'ont pas créé la terre. Eux aussi l'ont reçue. Eux aussi, les hommes les plus anciens ont été créés. Et ils ont été créés avec les matières qui composent la terre. J'ai pris plaisir ici à retrouver la composition chimique du corps humain. Parce que c'est important qu'on sache de quoi est composé notre corps. Parce que pendant qu'on se pose la question de savoir à qui appartient la terre, en fait, c'est important de savoir déjà de quoi est fait notre corps. Nous, moi qui suis devant vous, de quoi est fait notre corps. Scientifiquement, aujourd'hui, on connaît la composition du corps. La plupart des biomolécules qui constituent notre corps sont faites de 4 éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Carbone, hydrogène, oxygène et l'azote. On sait que 4% du poids du corps correspond à d'autres éléments, comme le potassium, le sodium, le calcium et le phosphore.
On sait que le corps d'un homme adulte contient 60% d'eau, soit environ 42 litres. Donc notre corps là, nous qui sommes là, il est composé des matières de la terre. En fait, notre corps appartient à la terre. Et ce n'est pas la terre qui appartient à notre corps. Rien que la composition de notre corps. Si tu sais que ton corps est composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, qu'il est composé de potassium, de sodium, de calcium et de phosphore, si tu sais que ton corps est composé d'eau à 40%, tu sais que la terre ne t'appartient pas. Mais toi, tu appartiens à la terre. Donc, la composition même du corps remet en cause la théorie de la propriété de la terre par l'homme. Voici une propriété qui se prend pour le propriétaire. Mais l'homme vient de la poussière d'étoiles de la terre. Oui ou non? Et où retourne-t-il quand il est mort? À la même poussière d'étoiles de la terre. Oui ou non? Là, il y a une vérité profonde des Écritures, de toutes les traditions. Poussière des poussières, tu n'es que poussière, et c'est à la poussière que tu retourneras. N'est-ce pas? Il faut rappeler à l'homme que le mot homme, dans la langue indo-européenne française, la langue latine française, dérive du mot humus. Humus qui veut dire le sol, la poussière du sol. Homme signifie être vivant tiré du sol. C'est l'homme qui est tiré du sol. Ce n'est pas le sol qui est tiré de l'homme. On n'a pas fabriqué la terre avec le corps de l'homme, mais l'homme avec le corps de la terre. Voilà pourquoi il faut éduquer très tôt l'humanité à comprendre qu'elle a des devoirs envers la terre-mère, comme les latino-américains l'appellent la Pachamama. Ce n'est pas nous qui sommes les pères de la terre ou les mères de la terre, non, nous en sommes les enfants. Les enfants n'ont jamais possédé leurs parents. Le fils ne peut pas posséder sa mère, c'est un inceste. Le fils ne peut pas posséder son père, c'est un inceste et c'est un parricide. Et par conséquent, cette troisième doctrine, la doctrine selon laquelle la terre appartient aux plus anciens, elle est limitée sur le plan de la compréhension métaphysique du statut de l'homme. Une simple analyse physico-chimique du corps humain vous interdit de répéter cette ânerie. La terre appartient à l'homme. C'est pas vrai. Vous pouvez plutôt écrire l'homme appartient à la terre. Mais ensuite, il faudrait savoir à qui appartient la terre. Est-ce que la terre s'est créée elle-même? Est-ce que la terre s'est générée elle-même? Il faudra donc intégrer le fait que l'homme appartient à la terre et que la terre appartient à celui qui l'a créée, à l'intelligence absolue que nos ancêtres appellent Hilolombi Batupek, Amon-Ra, d'autres l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent Kolocholo, d'autres l'appellent Nyamie, d'autres l'appellent Nzambe, d'autres l'appellent Nyambe. Appelez-le comme vous voulez. Il y a un être, une intelligence absolue, absolument transcendante à toute humanité, à toute espèce vivante, transcendante à toute planète, à toute galaxie, transcendante à tout l'univers, et qui régit par cordeau et mesure tout ce qui se passe. Il faut donc sortir de cette conception narcissique, cette conception égocentrique, humaine, anthropocentrique de la Terre, car elle est l'une des sources de la dévastation de la Terre par l'homme, puisque l'homme s'y comporte comme s'il en était le propriétaire. Passons à une nouvelle théorie. Je passe à la quatrième théorie. Quatrième hypothèse sur la Terre. Bon, la Terre, elle n'appartient pas à personne. Les fruits n'appartiennent pas à tous. Rousseau a tort. La Terre n'appartient pas exclusivement à celui qui l'a mis en valeur. Le président Houphouët-Boigny s'est trompé, il s'en est rendu compte assez rapidement d'ailleurs. La Terre n'appartient pas aux hommes les plus anciens. Ça aussi c'est faux. L'autochtonisme, eh bien, est une théorie limitée de la propriété terrestre. Passons à la quatrième théorie. C'est la théorie des trois religions monothéistes. Les trois religions monothéistes, je parle du judaïsme, je parle de l'islam, je parle du christianisme, affirment que la terre est une créature de Dieu. Par conséquent, Dieu en est le propriétaire et l'homme en est simplement l'usufruitier. Là, on commence à s'approcher. On commence vraiment à s'approcher d'une compréhension proprement traditionnelle et africaine de la terre. À partir de cette quatrième théorie.
N'est-ce pas? Voici ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, qui est accepté comme un livre véridique par les croyants des trois principales religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est écrit ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et dans les versets 1 à 25. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux de dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon, et il lui eut un soir, et il lui eut un matin. Et voilà ce que raconte le livre, jusqu'au 7e jour où Dieu est supposé se reposer. Quelle que soit votre manière d'interpréter ce livre, vous comprenez que, du point de vue des trois religions monothéistes, la terre est l'émanation de l'intelligence divine qui s'est exprimée à travers le Verbe. Vous entendez systématiquement dans le texte, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Non, c'est l'intelligence divine exprimée par son Verbe créateur qui est à l'origine de tout ce que nous voyons dans l'univers. Cette théorie, la théorie monothéiste, a l'avantage de remettre l'homme à sa place. L'homme est remis à sa place, non pas comme propriétaire de la terre, mais comme locataire de la terre. L'homme est remis à sa place, non pas comme créateur de la terre, mais comme procréateur de la terre. C'est-à-dire à travers l'agriculture, l'élevage, l'architecture, la musique, la poésie. L'homme continue l'œuvre de création qui, elle, a été initiée par le créateur de l'homme lui-même et le créateur de la terre et du ciel, Dieu. Cette théorie a un avantage. Cette quatrième théorie a un avantage sur les trois précédentes. Sur la première, elle remet en cause la doctrine de Rousseau selon laquelle la terre n'appartient à personne. C'est faux. La terre appartient à celui qui l'a créée. Elle remet en cause aussi l'idée que les fruits de la terre appartiennent à tous. Non, il faudrait que ces fruits soient répartis de manière juste et que chacun récolte ce qu'il a sémé. Il y a une question de justice. Et les textes sacrés des trois monothéismes vont expliquer aux êtres humains comment exploiter ce bien que Dieu leur a cédé. Voilà pourquoi, que ce soit la Torah des Juifs, la Bible des chrétiens ou le Coran des musulmans, ce sont des textes qui ont une portée juridique. Parce que dans ces textes, eh bien, l'intelligence divine réinterprétée par les hommes leur explique comment faire usage du bien qui leur a été transmis. Je ne rentre pas ici dans le débat de savoir si c'est l'intelligence humaine qui a imaginé la pensée de Dieu ou si c'est la pensée de Dieu qui a inspiré la pensée humaine. Je pense de toutes les façons qu'il est impossible à l'homme de penser sans que Dieu pense que l'homme doive penser, sans que Dieu permette à l'homme de penser, si tant il est admis que l'homme est une créature de Dieu. Je recommence ce point. Il est impossible d'imaginer que l'homme ait pensé quelque chose, même la religion, sans reconnaître que celui qui a créé l'homme avait prévu que l'homme le penserait. Donc on n'a même pas besoin de savoir et de trancher sur la question de savoir qui a écrit la Bible, qui a écrit la Torah, qui a vraiment écrit le Coran. Ça, laissons ça à chacun selon sa croyance. Mais constatons que de toutes les façons, aucune pensée que l'homme puisse avoir ne peut s'expliquer par la pensée qui a créé l'homme. Et la pensée qui a créé l'homme, qui a créé la terre et qui a créé l'univers, c'est Dieu. Par conséquent, parmi les pensées que l'homme peut avoir, nécessairement, au moins, il y en a certaines qu'on devrait reconnaître comme des pensées divines. D'où la possibilité de l'écriture sacrée. Ce que nos ancêtres négro-égyptiens appelaient les Médounéter. Je rappelle au passage que les trois religions monothéistes sont nées en Afrique. Que Moïse, le fondateur du monothéisme, est un prince négro-égyptien.
qu'il a été initié à la connaissance des choses de la tradition par les prêtres négro-égyptiens. Par conséquent, quand vous rapportez le point de vue monothéiste, je vous donne déjà un certain point de vue sur la perception traditionnelle africaine de la terre. Maintenant, le problème est le suivant. Sur la terre, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas juif, tout le monde n'est pas musulman. L'interprétation de la volonté de Dieu dans le christianisme, dans l'islam ou dans le judaïsme n'est pas la même. Si donc il fallait légiférer sur la terre, on ne tomberait jamais d'accord. Parce qu'il y a des points de différence entre les législations de ces trois religions. Sur l'usage qu'il faut faire de la terre. Voilà pourquoi, en fait, il faut aller à la recherche d'un point de vue qui réconcilie sans opposer les religions sur la terre. Voilà pourquoi la conception monothéiste de la terre, propre à chacune de ces religions, ne peut pas suffire à réconcilier toute l'humanité sur la portée et la signification de la terre. Mieux, ceux de ces êtres humains qui ont perdu la foi en Dieu et qui sont dans une dynamique qui est celle de l'athéisme, seront encore plus difficiles à amener à raisonner sur notre responsabilité envers la terre comme usufruitier, comme locataire, comme passager, si on leur impose le décalogue, si on leur impose les commandements christiques ou le Saint-Coran. Voilà pourquoi on doit continuer à réfléchir aux conditions de nous entendre sur la question à qui appartient la terre. Je passe donc à une cinquième conception. Puisqu'il nous est donné de penser, pensons. Quand je regarde le droit occidental, et on sait que le droit occidental a influencé la plupart des systèmes juridiques qu'il y a sur la terre, en raison des colonisations occidentales et de la domination impériale de l'Occident depuis plusieurs siècles. Selon le droit occidental, et là c'est la cinquième théorie que j'évoque, la terre appartient à celui qui est reconnu propriétaire par un État légal et légitime. En droit français, c'est l'État qui reconnaît ou non la propriété de la terre. Et dans le droit français, notamment dans le Code civil, le livre 2, évoque les biens et les différentes modifications de la propriété dans les articles qui vont du 515-14 jusqu'au 710-1. Je ne vais pas vous lire tous ces articles, ça serait fastidieux, mais je vous donne un peu l'esprit. C'est de dire que pour que quelqu'un dise que ceci lui appartient, il faut qu'il y ait une autorité, un État qui le lui reconnaisse. Et bien souvent, la preuve absolue que cela lui appartient, c'est un titre foncier délivré par l'autorité étatique. Donc, le droit politique instaure un lien entre la propriété et l'autorité étatique. L'autorité étatique étant en réalité l'institution qui attribue les droits de propriété. Mais vous voyez bien ce qu'il y a de dangereux dans cette conception. Si je suis le propriétaire de la terre, parce que c'est l'État qui le donne, on peut donc dire que ce sont les États qui sont les propriétaires de la terre. Or, que se passe-t-il lorsqu'un État acquiert une autre terre par la conquête, acquiert une autre terre par la guerre, acquiert une autre terre par la ruse, acquiert une autre terre par le mensonge, acquiert une autre terre par l'exploitation des faiblesses d'autrui? Est-ce que cette acquisition lui donne pouvoir moral? Est-ce qu'elle lui donne pouvoir rationnel, raisonnable, pouvoir juste de répartir les terres acquises dans ces conditions? On voit très bien que poser l'idée que l'État est celui qui décrète la propriété de la terre, c'est courir le risque de légitimer la violence entre les États. Car il suffira qu'un État se soit approprié une terre et qu'il l'ait attribuée à quelqu'un pour que cette attribution soit réputée incontestable. Voilà pourquoi la théorie étatique de la terre, que j'appelle donc la cinquième théorie, elle ne tient pas non plus. D'autant plus que c'est une théorie qui se comporte comme si l'État n'était pas une institution humaine. Et comme si on n'avait pas amplement montré que la terre peut appartenir à des hommes qui sont les plus anciens, en tant qu'ils en font usage. Mais qu'en dernière analyse, la terre appartient au Créateur de tout l'univers. Bien sûr, il y a des chefs d'État, notamment des rois, qui se sont autoproclamés propriétaires de leur royaume. Il y a des États, des chefs d'État, qui ont dit que c'est Dieu qui leur avait donné le droit de posséder des royaumes entiers, de conquérir
de tailler, d'avilir, de soumettre des peuples entiers. On peut en débattre. Car en réalité, bien souvent, ils ont pris leurs intérêts personnels, individuels, pour la volonté de Dieu. On ne peut donc pas valider, a priori, l'idée selon laquelle la terre appartiendrait systématiquement à celui que l'État reconnaît. Parce que l'État peut avoir tort. Parce que l'État peut être un État colonial, impérialiste, un État voleur. L'État peut être un État corrompu. L'État peut être une dictature. Il ne suffit pas qu'il y ait État, qu'il y ait un acte de l'État, même quand l'État serait un État légal et même relativement légitime, pour que, nécessairement, l'attribution de la terre le soit. Car de la légalité et de la légitimité de l'État, il ne s'ensuit pas que tous ces actes soient nécessairement légaux et légitimes. Un État légal, c'est-à-dire qui respecte les lois, un État légitime, c'est-à-dire qui exerce le pouvoir au nom du souverain, un tel État peut quand même se tromper. Et il arrive que les États perdent des procès fonciers dans les tribunaux, parce que croyant bien faire en appliquant le droit, ils l'ont malheureusement spolié et piétiné. Voilà pourquoi nous récusons aussi l'idée que la terre appartient à l'État. La terre n'appartient pas à l'État. La terre, comme l'espèce humaine, appartiennent à la nature, à l'univers, et la nature comme l'univers, par leur intelligence sublime, s'avère appartenir à l'intelligence suprême qui les rend possibles à chaque instant. On peut passer à la sixième théorie. On peut passer à la sixième théorie que j'ai repérée. La sixième théorie que j'ai repérée et dont je voudrais vous parler amplement, c'est celle de Carl Schmitt. Carl Schmitt a écrit un livre intitulé Le Nomos de la Terre. C'est un philosophe allemand du XXe siècle, fin 19e, première moitié du XXe, Carl Schmitt. Il a énormément contribué au régime nazi de Hitler, Carl Schmitt. Et Carl Schmitt affirme que l'humanité appartient à la terre et non l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui possède la terre, mais c'est la terre qui possède l'homme. Et pour lui, le véritable critère du droit, c'est l'enracinement de l'homme dans sa terre. Un homme a des droits là où il a des racines. C'est-à-dire là où il a une histoire profonde d'amour avec l'élément naturel. C'est ce que Carl Schmitt appelle le nomos de la terre. Mais cette notion de Carl Schmitt, le nomos de la terre, par laquelle il affirme que l'homme appartient à la terre et non l'inverse, mais elle nous amène à une impasse. C'est que Carl Schmitt ne nous dit pas à qui la terre elle-même appartient. Il refuse de se poser la question de l'appartenance de la terre en considérant la terre comme un référentiel absolu. Quelque part, Carl Schmitt dit qu'une créature, l'homme, appartient à une créature, la terre. Et il n'y a pas le moment où il assume le fait que l'homme, comme la terre étant des créatures, il faut supposer un être transcendant à l'homme et à la terre et qu'on appelle Dieu. On comprend pourquoi Carl Schmitt va adhérer au parti nazi. Car le nazisme, en réalité, derrière son patriotisme et derrière son amour excessif de la terre allemande, die Heimat, la patrie, le nazisme, en réalité, était accompagné d'un culte des forces obscures, des forces ténébreuses de la terre. Un culte de la terre comme étant un dieu matériel. Voilà le danger fondamental du nazisme, la déification de la terre, l'absolutisation de la terre et, pour ainsi dire, donc, le renforcement du culte des profondeurs infernales de la terre. Le culte, pour ainsi dire, le culte des entrailles obscures, le culte des grottes. Les nazis avaient une très grande fascination pour tout ce qui était obscur, pour tout ce qui était profond, au sens de la profondeur de la nuit de la terre, pour tout ce qui était matériel. Ils étaient fascinés par la matière inerte. Ils étaient fascinés par les forces brutes des volcans, les forces brutes de l'eau. Ils étaient fascinés par tout ce qui dans la terre connotait l'énergie sous sa forme la plus aveugle. Et Carl Schmitt, derrière la notion de nomos de la terre, célèbre exactement la même chose que Hitler et que Heidegger. L'être illimité, l'être insondable, l'être incommensurable, mais en même temps un être terrible, un être sans normes, un être sans visage, un être sans idéal, un être sans transcendance. Vraiment, il s'agissait de la célébration de la puissance des ténèbres. Cette terre qui est présentée comme un nomos, c'est la puissance des ténèbres.
c'est la matière muette, c'est la matière sombre, c'est la matière, eh bien, ayant oublié son origine dans l'esprit. C'est celle-là qui est célébrée par Carl Schmitt. Si on entre dans un tel rapport à la terre, considéré littéralement comme une divinité absolue, on va s'enfermer dans le nationalisme, le territorialisme, on va s'enfermer dans le régionalisme, on va s'enfermer dans l'idolâtrie et on va devenir extrêmement dangereux pour tout homme qui n'a pas les mêmes soi-disant racines que nous-mêmes. Nous devons nous méfier de la théorie de l'enracinement, de la théorie du nomos de la terre de Carl Schmitt, la 6e théorie de cette conférence. Nous la récusons également comme étant un culte des dieux du sol, un culte des dieux des ténèbres, un culte de la nuit et obscur, un culte de l'innommable, un culte en réalité de l'impondérable et finalement un culte de la pulsion, de tout ce qu'il y a de brut et de non travaillé, de non transformé en l'homme. Alors, j'en viens à la 7e théorie. C'est la théorie que très peu d'hommes ont le courage d'avouer. Pourtant, c'est la théorie la plus pratiquée dans l'histoire de l'humanité. C'est celle selon laquelle la terre appartient, eh bien, au plus fort. La 7e théorie que je vais avancer, c'est la théorie selon laquelle la terre appartient au plus fort. Donc, c'est la théorie de la conquête, la théorie coloniale. C'est la théorie de la brutalité. C'est cette théorie qui est matérialisée dans une fable célèbre de Jean La Fontaine, que vous connaissez peut-être, la fable du loup et de l'agneau. Vous connaissez la fable? Elle commence par le constat que fait Jean La Fontaine que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Je m'en vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a un petit agneau qui a soif et qui se désaltère dans un cours d'eau tout en bas. Il y a un loup qui vient passer par là et lui dit: tu as troublé mon breuvage. L'agneau lui dit: mais chef, c'est pas possible que j'ai troublé ton breuvage. Toi tu bois en haut là-bas, en amont, alors que moi je bois en bas là-bas en aval. Donc à la limite c'est moi qui bois ta salive. Je n'ai pas troublé ton breuvage, chef. Et le loup lui dit: non, 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 toi ce petit agneau là, tu as médit de moi l'an passé. L'agneau lui dit: ça tombe mal. Hein. Moi je suis né en 2024, je ne suis pas né en 2023. Je ne suis pas né l'année passée, je suis né cette année, donc c'est pas moi. Le loup lui dit: non, 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 tu as médit de moi. En fait, le loup avait faim. Il cherchait un alibi pour bouffer l'agneau. Il dit: non, 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 si c'est pas toi, c'est un de tes frères. Ah, l'agneau lui dit: monsieur le loup, excusez-moi, hein. Je suis le seul enfant de ma mère. Wallahi billahi talai. Ma maman n'a mis au monde qu'un seul enfant. Moi, le petit agneau qui est devant vous. Donc, je n'ai pas de frère. Le loup en a marre et il finit par dire: de toutes les façons, vous les agneaux là, vous ne m'aimez point, vous, vos chiens et vos bergers. Et avant même que le petit agneau ait eu le temps de lui dire: mais moi je ne suis pas mon berger, je ne suis pas un chien, je suis juste un agneau. Sur ces entrefaites, le loup emporte l'agneau dans un taillis et le dévore sans autre forme de procès. Voilà ce que raconte La Fontaine. Mais quelle est la morale de la fable? C'est de nous dire que la terre est le territoire de la loi du plus fort. Que celui qui peut te casser la gueule possède ton téléphone, il possède ta voiture, il possède ta moto, un peu comme les terroristes implantés par les impérialistes en Afrique agissent à travers tout le continent. Ils arrachent les troupeaux des gens, les femmes des gens, les enfants des gens, les champs des gens, les récoltes des gens. Ils arrachent parce qu'ils sont momentanément les plus forts. Mais ce droit du plus fort, c'est le fondement du colonialisme. C'est le fondement de l'impérialisme. Mais comment peut-on expliquer les guerres illégales de l'OTAN si ce n'est par le principe du droit du plus fort? Alors, La Fontaine essaie de montrer que c'est un droit. Mais il y a un auteur qui a justement montré que ça ne peut pas être un droit, ça. Parce qu'il y a une contradiction entre dire que tu as un droit et admettre que tu as utilisé la force pour te procurer un bien. Soit il y a du droit, soit il y a de la force. Dit Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social. Il montre que on ne peut pas parler de droit du plus fort. Ça, c'est une contradiction. Un enfant passe dans la cour. Il a en main un pain chargé de bonne viande à la tomate avec des tranches d'oignons. C'est très bon. Toi, tu es un gaillard de 18 ans. Tu arraches ça et tu le manges. Tu ne peux pas dire: j'ai le droit d'arracher le pain du gamin de 7 ans et de le manger. Parce que ce n'est pas un droit que tu as exercé, tu n'as pas acheté ce pain.
Tu n'as pas travaillé pour l'avoir, sauf ses parents qui ont travaillé pour le lui donner. Ce que tu as exercé, c'est la force. Et comme le dira Jean-Jacques Rousseau, la force ne fait pas le droit. Il n'y a pas de zone de passage entre la force et le droit. Tu ne peux pas arracher quelque chose et dire que cette chose t'appartient de droit. La force ne fait pas le droit. Rousseau montre que c'est un galimatias, qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer que quelqu'un qui a arraché quelque chose dise que cela lui appartient. Et ceci nous permet de revenir à la terminologie qu'utilisent les anciennes puissances coloniales, les puissances néocolonialistes et impérialistes en Afrique. Voici la France qui exploite des mines au Niger. Quand le Niger lui dit, c'est bon, n'exploitez plus nos mines, rentrez chez vous, les journalistes français écrivent, Orano perd sa mine d'uranium au Niger. Mais il y a un petit problème dans cette écriture. Depuis quand cette mine-là appartient à la France? C'est une mine nigérienne qui avait été prêtée provisoirement à Orano par le souverain, l'État du Niger représentant le peuple nigérien. Bon, l'État du Niger dit, redonnez-nous notre chose, on vous l'avait prêtée. D'ailleurs, la preuve, elle est sur notre sol. Et c'est nous, les patrons. Et puis vous écrivez que vous avez perdu votre mine au Niger. C'était votre mine? J'ai lu il y a quelque temps dans les journaux britanniques que des sociétés britanniques ont perdu leur mine en Afrique. Je me suis posé la question de savoir, mais depuis quand les Britanniques possèdent des mines en Afrique? Est-ce que le territoire africain appartient à la Grande-Bretagne? Et puis, je me suis retourné pour regarder l'Europe. Mais trouvez-moi un coin d'Europe où des Africains possèdent une mine. Une mine qu'on puisse dire, ça c'est une mine africaine. Montrez-moi ça, c'est où? Il n'y en a pas. Bon, les Africains récupèrent les bases militaires qui ont été construites sur leur sol et qu'ils avaient prêtées provisoirement aux puissances étrangères. J'entends des gens qui disent qu'on a fermé leur base. Mais depuis quand c'était leur base, puisque ce n'est pas leur pays? Si c'est ça, montrez-moi alors en Europe, en Amérique, où se trouvent les bases africaines? Puisque l'Afrique peut posséder des bases chez vous. Puisque vous prétendez pouvoir posséder des bases en Afrique. Donc il y a un principe de réciprocité que je voudrais faire comprendre à tout le monde. On ne peut pas parler en termes de propriété du bien d'autrui sans être dans le vol, sans être dans l'extorsion, sans être dans le pillage, sans être dans la violence, sans être dans la brutalité et la barbarie. On ne peut pas dire on m'a arraché une mine française en Afrique. Il n'y a pas de mine française en Afrique. Il n'y a pas de mine anglaise en Afrique. Puisque l'Afrique est l'Afrique et que la France est la France, l'Angleterre est l'Angleterre. C'est pour ça que cette conférence a pour but de faire prendre conscience à tout le monde des arcanes de la propriété. Bon, écoutez, la force ne peut pas faire le droit. Par conséquent, la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un parce qu'il est le plus fort. Tous ceux qui possèdent des terres qu'ils ont arrachées doivent s'attendre à ce que les victimes les revendiquent. La revendication des victimes d'expropriation terrienne est une revendication légitime, notamment revendication venue des victimes autochtones. Les occupants les plus anciens d'une terre qui sont expropriés de façon illégale, de façon illégitime, ont un droit imprescriptible de résistance et de récupération de leurs biens. C'est ce qu'il faut dire ici contre la fable de La Fontaine qui incite à cette absurdité qu'on appelle le droit du plus fort. Il n'y a pas de droit du plus fort. Où il y a du droit et par conséquent il y a des obligations réciproques, où il y a de la force et ce n'est qu'une voie de fait. Pour que la force soit juridique, il faut qu'elle soit au service du droit. Que ce soit une force utilisée pour faire respecter le droit. Comme le disait Pascal, ne pouvant justifier la force, il faut fortifier la justice. Ne pouvant justifier la force, il faut fortifier la justice. Voilà, mes chers amis, une 7e théorie que j'ai vue. Et j'ajouterai au passage qu'il y a la théorie de Karl Marx, mais qui est assez proche de toutes les autres, selon laquelle la Terre appartient collectivement à toute l'humanité, mais qu'il faudrait que l'humanité s'entende pour se répartir équitablement les fruits du travail, les fruits de la Terre. Là encore, la théorie de Marx s'expose au fait que les critères de cette répartition sont loin de réconcilier les hommes, n'est-ce pas? Voilà. Je pense globalement que nous avons parcouru cette grande théorie de l'appartenance de la terre. Mais je pense
que la tradition africaine est la compréhension la plus profonde dans la tradition africaine. Et c'est vrai en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La terre n'appartient jamais à un individu. La terre n'appartient jamais, même à la collectivité. La collectivité est chargée de gérer la terre en étant reconnaissante envers la terre, envers l'univers et envers Dieu qui l'a créé. La propriété de la terre n'est pas individuelle. Et même quand on dit qu'elle est collective, c'est un abus d'écriture. La collectivité a pour rôle d'assurer la transmission de la terre pour permettre la vie harmonieuse des êtres humains. Dans la tradition africaine, il n'y a pas de notion de la propriété individuelle de la terre. Il n'y a même pas de notion de propriété particulière. Les familles et les communautés gèrent la terre pour la transmettre harmonieusement aux générations suivantes. L'humanité tout entière, dans la tradition africaine, est une espèce de locataire, comme les autres espèces vivantes, locataire de la terre. Elle a vocation à l'utiliser de la manière la plus parcimonieuse, dans le respect des équilibres naturels, à la transmettre aux nouvelles générations, par famille, par lignage, par clan, par communauté, par ethnie, par nation, de telle façon que toutes les générations puissent traverser l'existence humaine en harmonie. L'Afrique est le continent, sans doute avec l'Amérique latine ancienne, et même l'Amérique du Nord ancienne, et même l'Inde ancienne. Toutes les grandes civilisations anciennes, connectées à la grande civilisation ancienne africaine, conçoivent l'humanité comme une usufruitière, une locataire, une prestataire passagère de la terre. La terre est un lieu où des âmes qui ont transmigré depuis la nuit, des formes les plus archaïques de la création, jusqu'à la forme humaine, se préparent à passer dans le monde ancestral, par ce processus que l'on appelle la mort. L'homme et la femme africains ont vocation à vivre au mieux sur la terre, en se préparant à la future naissance, à laquelle la vie infinie les appelle et qui s'appelle la mort. La terre doit être organisée de telle façon que la traversée de la naissance à la mort se déroule de manière harmonieuse et que l'homme, en traversant la forme humaine, respecte autant que possible les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. C'est la grande tradition de la Mahat que je vous résume. Cette conception traditionnelle africaine de la terre, que je vous résume, et qui a été étudiée par de nombreux anthropologues, il serait long ici, et fastidieux de les citer les uns après les autres, cette conception a un avantage. Premier avantage, l'avantage écologique. Elle enseigne très tôt aux êtres humains qu'ils doivent à la terre de la soigner. Parce qu'elle est la condition de leur vie, et non pas eux, les conditions de la vie de la terre. Que dans la hiérarchie, pour ainsi dire, des divinités, dans la hiérarchie des valeurs, la terre qui leur permet de vivre est sacrée. Et eux, ils ne sont sacrés qu'en reconnaissant ce sacré qui les précède. Si la terre est traitée dans toutes les traditions africaines quasiment comme une divinité, c'est parce qu'elle est reconnue comme l'émanation bienveillante de l'intelligence créatrice pour offrir à l'homme un berceau dans lequel il se prépare à sa naissance angélique. La sacralité de la terre chez les Africains n'est pas une idolâtrie de la terre. Ce n'est pas une absolutisation de la terre. C'est la reconnaissance de la terre comme œuvre du Créateur offerte à l'homme pour que l'homme s'y prépare à l'autre œuvre, celle du passage dans le monde invisible, après sa mort. Donc, en fait, la relation à la terre est profondément écologique, mais c'est une relation de communion non aveugle, de communion lucide, de communion laborieuse, mais c'est une relation de reconnaissance. L'Africain de tradition a un rapport de reconnaissance à la terre, à la nature qui l'entoure. Et ce n'est pas une reconnaissance irrationnelle, c'est une reconnaissance sage, lucide, parce que nous savons que l'humanité a besoin de tous les autres êtres vivants pour vivre, et que tous les autres êtres vivants n'ont pas besoin de l'humanité pour vivre. L'humanité est à la fois l'espèce la plus intelligente de la planète, mais en même temps l'espèce la plus dépendante des autres formes de vie.
D'où la reconnaissance. Dimension fondamentale de l'écologie traditionnelle africaine. Deuxième élément fondamental, un juste partage de la terre est la condition de l'harmonie dans la famille, de l'harmonie dans le clan, dans la tribu, dans l'ethnie, dans la communauté et la nation. Aucune nation africaine ne doit laisser ses citoyens sans terre. Aucune nation africaine, selon la tradition, ne doit abandonner des hommes et des femmes sans maison sur la terre d'Afrique. Des hommes et des femmes en capacité de cultiver, de transformer la terre utilement pour leur autosuffisance ne doivent pas manquer de terre. Cela fait partie des devoirs de la famille, des devoirs du clan, des devoirs de l'ethnie, de la tribu, de la nation. Aujourd'hui, des devoirs transcendantaux de l'État africain. Accorder des terres qui permettent aux gens de vivre dignement. Donc, le principe de la justice. La justice économique, la justice sociale et, bien sûr, le principe de solidarité. Troisième niveau, il s'ensuit que le rapport de l'Africain à la terre n'est pas tout à fait un rapport d'accumulation. Réussir sa vie sur la terre ne se mesure pas au nombre de propriétés qu'on y possède. Parce que, en effet, la terre n'est pas notre propriété. Dans la tradition africaine, nous devons posséder juste assez pour vivre dignement et faire vivre dignement les nôtres. Nous ne devons pas céder à la passion de l'accumulation irrationnelle des biens. Parce que l'accumulation irrationnelle des biens est comme la volonté de s'affirmer propriétaire de ce dont nous savons très bien que nous ne sommes pas propriétaires. Les richesses que nous accumulons doivent nous permettre d'améliorer la vie de notre collectivité humaine. En Afrique, on s'enrichit pour rendre les siens heureux. Non pas pour accumuler des biens et s'en vanter. L'État africain génère des richesses pour rendre ses populations prospères, dignes, leur accorder la santé, le bien-être, une bonne éducation, leur accorder la sécurité, la paix. Voilà la finalité de l'État. L'État n'est pas une machine à accumuler irrationnellement des richesses. On a étudié les principes de l'économie négro-égyptienne antique, où l'État pratiquait le principe de la décroissance. C'est-à-dire que l'État acceptait de se dépouiller de ses réserves pour éviter de laisser quelque partie de la société que ce soit laissée pour compte. Je continue à vous parler du rapport traditionnel de la terre, de l'Afrique à la terre. Il s'ensuit que l'hospitalité africaine a souvent été mal comprise. Pourquoi les peuples africains sont-ils les plus hospitaliers au monde? On a pensé que les Africains étaient les plus hospitaliers au monde parce que c'était des naïfs qui ne savent pas que l'étranger peut être méchant. On a pensé que les Africains étaient les peuples les plus hospitaliers au monde parce qu'ils n'avaient pas compris la dureté et la méchanceté du monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est parce que les Africains ont été fidèles presque jusqu'au suicide à la métaphysique africaine de la terre. Les Africains sont accueillants. Non pas simplement parce qu'ils sont gentils, mais parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne sont pas les propriétaires de la terre. Ils ne sont pas les propriétaires de la terre. L'hospitalité africaine vient de cette conviction métaphysique. Tout être humain, tout être vivant sur la terre est de passage. Et si l'Africain accueille aisément l'étranger, c'est parce qu'il se reconnaît frère de l'étranger, c'est-à-dire passager de la terre. En tant que nous avons vocation à voyager par la mort dans le monde ancestral, nous sommes aussi tous des étrangers sur la terre. Car nous sommes de futurs ancêtres de passage. Si tout se passe bien. Donc, l'accueil de l'étranger, c'est la reconnaissance d'un compagnon de voyage dans la grande histoire de la vie. L'hospitalité africaine n'est pas une naïveté, c'est une profondeur d'âme. Si dans une famille africaine, où vous vous arrêtez, on accepte de partager le plus maigre des repas avec vous, c'est parce qu'on craint Dieu. Et qu'on se souvient que même ce maigre repas n'a été possible que par sa volonté. Il faut que l'Occident, il faut que l'Orient, il faut que l'Asie comprennent d'où vient l'hospitalité africaine. Non pas d'une naïveté, d'une méconnaissance de la méchanceté humaine. Elle vient
d'une adhésion profonde à la véritable vocation spirituelle de l'homme. Voilà pourquoi la conception africaine de la terre est celle qui peut pacifier et apaiser les relations internationales. Si elle venait à être partagée avec conviction par tous les peuples de la terre, cette conception nous permettrait d'habiter pacifiquement la terre avec tous nos frères en humanité, sans nous épuiser dans des rivalités de possession et de domination réciproque. Mais on voit très bien que cette conception spirituelle et profonde de la terre est loin de pouvoir convaincre l'occidental, souffrant de son angoisse existentielle, sur laquelle je vous ai donné plusieurs conférences. L'occidental qui a peur de la rareté et qui dort tous les soirs le ventre noué avec l'idée de savoir combien il a dans son compte bancaire, ce qu'il a dans son frigo et combien de jours ça va tenir. L'occidental qui est né et qui a grandi sur des terres pauvres en richesse naturelle et qui, sur le plan politique, économique, géopolitique, géostratégique, passe tout son temps à échafauder des plans pour piller les terres ancestrales des autres. L'occidental ne se rendra pas à la spiritualité de la terre avant longtemps. Ainsi de l'asiatique, ainsi de l'américain. Par conséquent, cette conception profonde que les Africains ont de la terre, ils ont à la pratiquer d'abord en Afrique, entre Africains. Et à ne la pratiquer envers l'Occident, envers l'Orient, que quand l'Occident et l'Orient auront épousé par la réciprocité cette conception. Qu'est-ce que nous observons? Il est plus facile d'entrer en Afrique aujourd'hui encore que dans n'importe quel autre continent du monde. Vous êtes d'accord avec moi? L'Europe, l'Amérique et l'Asie sont barricadés derrière leur politique d'immigration, derrière leur visa, derrière leur caution, derrière leurs nombreux papiers qu'il faut remplir dans leurs ambassades, gorgés d'Africains, souffrant sur le soleil pour pénétrer dans leur sol. Le protectionnisme de l'Amérique du Nord, le protectionnisme des frontières européennes et des frontières asiatiques est 1000 fois supérieur à celui du pays africain le plus difficile à visiter. Vous voyez très bien que l'Europe, l'Amérique, l'Asie n'ouvrent pas spontanément les bras aux Africains qui veulent voyager vers eux. Vous êtes d'accord avec moi? Qui veulent voyager vers elles, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Vous devez aller au consulat de France, des États-Unis, du Canada, de Belgique. Certains d'entre vous se souviendront d'y être allés pendant parfois 5 ans de leur vie. D'autres y vont depuis 10 ans, d'autres y vont même depuis 20 ans, dans l'espoir d'obtenir un sésame qui leur permette de venir de ce côté du monde. C'est vrai ou c'est faux? Mais je vous rappelle que pour un Belge, pour un Italien, pour un Français, pour un Anglais, pour un Espagnol, la plupart des destinations africaines sont à portée simplement de billets d'avion. On ne leur demande même pas de donner la preuve qu'ils auront, une fois en Afrique, les moyens d'y vivre. La plupart des États africains laissent entrer dans leur sol les ressortissants de tous les pays européens et nord-américains sans conditions financières extraordinaires. Et cela a été perçu comme une faiblesse. Voilà pourquoi je pense qu'on peut répondre très clairement à la question à qui appartient la terre, en disant la terre appartient à Dieu et elle appartient relativement aux hommes sur la terre qui respectent cette appartenance divine de la terre. C'est-à-dire à ceux qui en font l'usage le plus humble, l'usage le plus juste, l'usage le plus solidaire, l'usage le plus humain. Ceux-là sont de très bons locataires de la terre et ils accomplissent le service de l'homme sur la terre tel que la tradition l'enseigne. La terre appartient absolument à Dieu et elle n'appartient relativement qu'aux hommes qui respectent en effet cette appartenance transcendantale de la terre. Entre hommes qui respectent l'origine transcendante, l'origine divine de la terre, il peut y avoir un dialogue pour faciliter les mobilités des uns vers les autres. Mais entre ceux qui respectent cette origine divine, qui ont l'humilité d'habiter humblement la terre, et ceux qui ne la respectent pas, il faut renforcer les règles protocolaires, renforcer les règles migratoires. L'Afrique doit poser comme une règle
le principe de réciprocité dans les mobilités entre les territoires africains, les territoires européens, les territoires asiatiques et américains. Réciprocité. Maintenant que le monde entier sait que l'Afrique est le grenier des ressources premières stratégiques de la Terre tout entière, l'Afrique doit monter les enchères. J'appelle tous les gouvernements des États africains à appliquer une politique de visa réciprocitaire envers tous les États du monde. Les pays africains doivent lire la législation européenne des visas et ils doivent l'appliquer aux Européens qui veulent venir en Afrique, sans exception. Les pays africains doivent lire la législation des visas en Asie, Moyen-Orient, et l'appliquer en Asie et au Moyen-Orient, aux Asiatiques ou Moyen-Orientaux qui veulent venir en Afrique, sans exception. Les pays africains doivent lire méthodiquement la législation nord-américaine, la législation latino-américaine, et appliquer réciproquement dans le droit africain les mêmes mesures. Seuls les pays, les États ouverts à la compréhension spirituelle de l'appartenance à la terre peuvent bénéficier d'une fluidité de mobilité de territoire avec l'Afrique. Écrivez ça. Tilana Yomi. La terre n'appartient qu'à Dieu. Mais ici sur la terre, nous sommes prêts à partager la location de la terre avec ceux qui sont prêts à partager la location de la terre avec nous. Si pour venir chez toi, je dois donner 3 millions, 4 millions de francs CFA pour faire un mois, quand tu viendras chez moi, tu vas donner 3, 4 millions, eh bien de ma monnaie, en tout cas l'équivalent de ta monnaie là, tu vas donner ça chez moi pour faire un mois. Alors, pour le moment, vous pourriez me dire c'est irréaliste parce qu'il y a davantage d'Africains qui veulent aller vers l'Europe que d'Européens qui veulent aller vers l'Afrique. Mais je vous ai prévenu, les révolutions souverainistes africaines vont inverser la tendance. Je recommence. On entre dans une phase où vous allez voir, il y aura davantage d'Européens, d'Américains, d'Asiatiques qui veulent venir en Afrique que d'Africains qui veulent venir en Europe, en Asie et en Amérique. Écrivez ça. À partir de là, la pression migratoire sera sur nous en Afrique. Et c'est à cela qu'il faut se préparer en rehaussant les législations des migrations, en appliquant le principe de réciprocité au minimum à tous les pays qui rendent la vie impossible aux migrants africains. Les pays qui détiennent des Africains dans des maisons de rétention, comme en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il faut déjà construire les maisons de rétention de leurs sans-papiers. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas seulement dans le cinéma que c'est arrivé. Ça va arriver dans la réalité. La pression migratoire occidentale vers l'Afrique, la pression migratoire asiatique vers l'Afrique, la pression migratoire nord-américaine vers l'Afrique, elle arrive. Je vous préviens, ne dormez pas au premier banc. Il faut, par conséquent, renforcer les législations selon le principe de légitimité. Et c'est ce principe qui a commencé à s'appliquer en matière militaire. Même le président, hyper modéré, que dis-je, hyper conciliant, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, a dit que de la même façon que l'Europe n'accepterait pas que l'armée sénégalaise, avec ses uniformes et ses chars, vienne parader dans l'un de ces pays, de la même façon, il est hors de question que des parades de militaires européens se poursuivent dans les territoires africains. Mais c'est pareil. De la même façon que vous mettez aux Africains des conditions de visa incroyables pour entrer chez vous, de la même façon, les Africains vont vous mettre des conditions incroyables pour venir chez eux. Et on verra où est-ce que vous allez trouver l'uranium, où est-ce que vous allez trouver du gaz, du pétrole, de l'or, du lithium, du manganèse, du cobalt, pour faire fonctionner vos industries, dès lors que il ne vous sera plus facile d'entrer chez nous. On va voir. Donc, je conclus cette conférence en disant très bien que la terre n'appartient qu'à Dieu, à l'être créateur, mais que ici sur la terre, nous qui sommes les locataires de la terre, avons à appliquer des règles réciproques. Ceux qui reconnaissent la morale, la tradition, et bien spirituelle de l'usufruit de la location humble de la terre, nous leur appliquerons volontiers des normes réciproques. Et je voudrais saluer ici les efforts qui sont faits
par un certain nombre de pays du monde multipolaire, comme la Fédération de Russie, qui sont en train de faciliter énormément les mobilités, notamment de nos étudiants africains, de nos chercheurs, vers leur territoire. Tous les pays qui vont donner des facilités de mobilité aux Africains auront l'équivalent en Afrique. Ceux qui vont continuer à nous pourrir la vie en Afrique, en donnant l'impression que mettre les pieds dans leur territoire, c'est littéralement leur voler de l'or, les Africains vont poser la barre très haut. À celui qui n'a pas compris la vocation traditionnelle de la terre, eh bien, il faut opposer des normes réciproques, des restrictions réciproques, un protectionnisme, eh bien, mimétique. Ils sont protectionnistes, on est protectionnistes. Ils sont difficiles à faire entrer nos marchandises chez eux avec de bons taux de douane. On est difficile à faire entrer leurs marchandises chez nous avec des bons taux de douane. Plus l'industrialisation africaine avance, plus la sécurité et la défense africaine se renforcent, plus l'Afrique transforme sur place ses matières premières et plus les frontières africaines seront sous pression migratoire. C'est à ce moment-là que le monde sera, eh bien, sommé de choisir entre la compréhension de la vocation spirituelle de la terre, c'est-à-dire la location humble de la terre par l'homme, sous l'inspiration, eh bien, de l'esprit du propriétaire même de cette terre qui souffle partout, l'esprit divin, soit alors on reste dans les politiques protectionnistes, eh bien, les politiques racistes, néocolonialistes et impérialistes, et l'Afrique, elle aussi, les appliquera par réciprocité, ces politiques restrictives, limitationnistes, protectionnistes, ces politiques nationalistes. Car maintenant, plus personne n'est supposé être un canard sauvage sur cette terre. Les Africains ne sont pas venus accompagner quelqu'un. Ceux qui nous respectent seront respectés. Ceux qui nous accueillent seront accueillis. Ceux qui nous rejettent seront rejetés. Ceux qui nous honorent de leur amitié, de leur solidarité, de leur humanité, recevront au centuple de nous le même hommage. Mais il est hors de question que les Africains continuent à pratiquer le principe d'hospitalité, la tradition spirituelle de l'hospitalité à leurs risques et périls. Car maintenant est menacée l'existence même de l'Africain comme Africain sur la terre. N'est-ce pas qu'il l'a dit, Forster, le grand raciste sud-africain, que l'Afrique serait un paradis lorsqu'elle serait débarrassée des Africains? Eh bien, nous allons empêcher cela en nous assurant que l'Afrique soit aux Africains et que les Européens, les Asiatiques, les Américains qui vivent en Afrique viennent dans le cadre de relations réciproques et bénéficient des faveurs qui sont accordées aux Africains dans leur pays réciproques. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Mes chers amis, quel était l'objectif de cette conférence? À travers cette conférence, j'ai voulu répondre à une espèce d'objection qui court la rue, selon laquelle, eh bien, les richesses du monde appartiendraient aux plus forts, les richesses du monde appartiendraient aux plus anciens, les richesses du monde appartiendraient au plus à celui qui impose son droit, ses normes juridiques. Les richesses du monde appartiendraient à tel ou tel individu. Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous allons aller à l'école de l'humilité traditionnelle, de l'humilité métaphysique, de l'humilité divine. Ceux qui ne veulent pas, on leur appliquera les rigueurs spéculaires de leur propre droit. Il leur sera fait comme ils font aux autres. Et ainsi, personne ne sera la victime permanente de l'histoire. Eh bien, chacun devra assumer sa responsabilité. Merci infiniment, mes chers amis. Soit tout le monde se laisse habiter par la sagesse ancestrale, de la spiritualité africaine, de l'usufruit de la location de la terre, sous l'égide de l'inspiration du Tout-Puissant, soit alors on applique la réciprocité. Il n'y a que deux cas. Soit vous êtes hospitalier comme nous, soit on vous applique la réciprocité. Voilà pourquoi je vous ai proposé cette conférence. Je suis fatigué de lire des histoires qu'une mine française a été fermée, bien arrachée au Niger. Oh, les mines britanniques ont été fermées au Zimbabwe. Est-ce que cette phrase a un sens?
Oh, on a fermé une base militaire américaine au Niger. Mais écoutez, est-ce que le Niger, c'est les États-Unis? Est-ce qu'il y a une base militaire nigérienne aux États-Unis? Arrêtez ça. Alors, il faut réorganiser le vocabulaire, la grammaire. Il faut réorganiser la syntaxe et la restitution des faits sur la terre. Il nous faut mettre fin à ce langage où les uns se comportent comme les propriétaires exclusifs de la terre et les autres simplement comme leurs locataires. Ce n'est pas vrai. Si vous ne voulez pas du partage réciproque de la terre sous l'inspiration de l'humilité qu'enseigne la sagesse divine, alors soumettez-vous à la réciprocité. Merci mes amis. Vous étiez nombreux à participer à cette émission. J'espère que vous la donnerez. Cette conférence de l'Université libre de l'Afrique des libertés. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Spiritualité ou réciprocité. Soit nous comprenons spirituellement la terre et nous nous comportons tous en locataires, soit vous ne voulez pas et avec vous on applique la réciprocité. Attention, attention professeur, à votre sécurité. Je vous ai pas la terre. J'espère y avoir répondu clairement. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bon appétit et n'oubliez pas le nectar rouge. Merci. Bon repos et à bientôt.